Bonjour Alexandra. Bonjour Saïda. Alors aujourd'hui, on va parler de relations toxiques et dépendance affective. Quelle est la plus grande leçon dans tes relations amoureuses? Apprendre à s'aimer soi-même et non pas au travers du regard de l'autre. Même si les relations, qu'elles soient amoureuses ou les relations simplement que nous entretenons, contribuent à nous renforcer dans notre amour de soi, mais c'est essentiel de s'aimer, non pas parce que les autres nous aiment ou pour ce qu'ils aiment en nous, mais parce que nous-mêmes on est capable d'apprécier ces choses. C'est une manière au fait de s'affranchir du besoin de validation de l'autre ou des autres. Et comment est-ce que tu apprends à t'aimer? Déjà, on ne sait pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc pour moi, la première étape, c'est déjà découvrir qui l'on est. Qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on aime? Qu'est-ce qu'on fait de bien? Qu'est-ce qu'on fait de moins bien? Et c'est OK. Qu'est-ce qui nous fait peur? Finalement, un peu une sorte de blason, comme j'aime à dire pour ceux qui connaissent un peu l'outil. Finalement, une sorte de question sur la personne qu'on est. Ensuite, en étant conscient de ces choses-là, être capable déjà de voir ce qu'il y a de beau, de bon, de bien. Être capable de voir la merveilleuse personne que chacun de nous est. Et à côté, bien entendu, être conscient de ce qui doit être fait différemment, de ce qu'on fait de moins bien, de où on pêche au fait, sans pour autant être intransigeant et exigeant. Selon toi, qu'est-ce qui peut nuire à cet apprentissage? Une fois qu'on a la volonté d'apprendre à se connaître, d'apprendre à s'aimer, qu'est-ce qui peut apporter un blocage? Déjà, pour y arriver, c'est un cheminement où il faut prendre conscience du fait que, OK, là, je suis dans une relation où j'entretiens autour de moi, parce que souvent on a tendance à associer la dépendance affective aux relations amoureuses. Mais au fait, elles peuvent même exister au fait avec simplement des amis, ça peut être la famille, des collègues. Donc déjà être conscient du fait de OK, là je suis dans une relation qui semble toxique. Si elle est toxique, si je suis dans cette toxicité, c'est pas toujours la faute de l'autre. C'est que quelque part, à mon niveau, il y a certainement des choses qui posent souci. Prendre ce miroir et accepter de regarder le miroir et accepter de faire ce travail de cheminement avec un mot qu'on n'aime pas beaucoup, mais dans la solitude pour se découvrir. Donc ce qui, pour moi, bloque ou freine souvent les gens, c'est que une fois qu'ils sont conscients du fait qu'ils doivent apprendre à s'aimer, il y a la prise de conscience, mais après, c'est le cheminement qui commence. Il y a toute une série de choses qu'on va être amené à faire, à mettre en place, de choses à ne pas faire. Or, autant, on va dire, construire une habitude, on va dire, ça prend, suivant la littérature, une vingtaine de 20 fois qu'il faut faire, et après, tu as mis en place l'habitude. Mais autant déconstruire une mauvaise habitude ou quitter une programmation négative, c'est pas aisé. Et donc, on sent qu'on chute. Et là, on se dit, ça va jamais le faire. Et on baisse les bras. Or non, justement, autant de fois on chute, autant de fois on se relève, autant de fois on chute, et on verra qu'au fur et à mesure, avant, tu chutais de 4 mètres, puis peut-être là, tu chuteras de 3 mètres, puis de 1 mètre, puis finalement de quelques centimètres, mais il y a une progression, en fait.
Comment est-ce que tu reconnais une personne toxique? Ou une relation toxique, pour être plus précis? De mon expérience, une relation est toxique lorsque notre bien-être commence à passer par la relation. Ça, c'est une première chose. Une relation peut également être toxique lorsque finalement on se définit par cette relation et non plus par qui l'on est. On perd complètement son identité. Une relation peut être toxique lorsque elle nous amène à faire des choses, poser des actes qui ne sont pas alignés avec nos propres valeurs. Mais on le fait. On regrette, mais on le fait. Quelles sont les racines de la dépendance affective? La dépendance affective, selon moi, tire ses racines dans l'enfance. On a tous été enfants un jour. On a tous été entourés dans la famille, à l'école, dans les amis, on va dire de famille. On a tous écouté des mots, observé des comportements. Tout ça ne nous laisse pas sans trace. Suivant que on a été bombardé positivement, et là, c'est pas le travail que d'une cellule. Hein. Tu peux être, je prends dans mon cas, dans une bienveillance bien entourée au niveau de la cellule familiale, mais c'est pas un aquarium. Tu es amené à aller à l'école, à être entouré de tierces autres personnes. Donc, si à un moment donné, il y a un bombardement qui se fait d'une certaine manière, malheureusement, ça commence à laisser des traces, des mots. Et au fait, étant enfant, c'est très, c'est de manière très vicieuse, hein. Un mot écouté, une remarque déplacée, une stigmatisation, des préjugés qui sont verbalisés, et que finalement on intègre, on grandit, et les mots qu'on écoutait qui venaient des autres, finalement commencent à prendre beaucoup plus d'importance que les mots qu'on pouvait, M-O-T-S, hein, que les mots qu'on pouvait se dire à soi. Et leurs mots deviennent nos mots, M-O-T-S. Et quand ce sont des mots négatifs, finalement, ça crée des soucis d'estime de soi. Donc cette appréciation de qui on est, le fait de s'aimer, ou ça peut créer des dégâts au niveau de la confiance en soi. Dans le cas échéant, je dirais, ben voilà, des mots utilisés négativement à l'encontre de l'enfant, qui l'écoute, sans être pour autant psychanalyste, tout ce que tu veux, hein, mais des mots entendus en tant qu'enfant, durs parfois, chargés négativement, s'ils ne sont pas traités, ils ne sont pas, on va dire, verbalisés, évacués, ça s'engouffre. Et un travail de transformation négatif qui font en sorte qu'on peut grandir et finalement, on a des problèmes soit d'amour, donc l'estime de soi, pour s'aimer soi-même, ou on ne se sent pas à la hauteur, et du coup on a besoin des autres pour arriver à s'aimer, pour être validé, pour être légitimé, pour se sentir capable de faire des choses. Et là, qu'on tombe, j'ai envie de dire, dans un entourage qui est safe, où on est entouré de personnes safe, donc de personnes bienveillantes, on va dire, c'est dangereux, mais ça va. Mais pour peu que la vie le fait. Comme je dis, quand il y a quelque chose que la vie veut nous apprendre, elle s'organise pour mettre en place les batteries pour qu'on puisse apprendre la leçon. Et donc, du coup, on peut arriver à être en face de personnes qui, du coup, ne sont pas aussi bienveillantes qu'on le pense. Et à ce moment, ce qu'on n'a pas traité peut arriver à se retourner contre nous. Oui. Et là, on tombe dans une toxicité. Moi, je suis vraiment reconnaissante parce que même avec mon époux, c'était une relation bienveillante. Et donc, à aucun moment, aujourd'hui, oui, je peux me dire et réaliser, ah oui, il y avait sans doute un peu de dépendance affective avec cette fusionnalité. Mais je ne le vivais pas mal. Parce que quelque part, ça me nourrissait, il y avait de la bienveillance, ça m'encourageait. Qu'est-ce que je veux dire ? Dans l'entourage familial, pareil, je pouvais peut-être vis-à-vis des uns et des autres entretenir, mais
ça me nourrissait d'une certaine manière. Donc, je ne m'interrogeais pas plus que ça. Est-ce qu'on peut être fusionnel sans dépendance affective? Personnellement, je ne pense pas. Je pense que les deux sont... On va parler le terme pour moi sexy, socialement admis. Nous sommes fusionnels. Ouais. Aujourd'hui, je dis fusionnel, de nouveau, selon ma lecture du monde, égale dépendance affective. Tu vois? Et c'est pas forcément mauvais, la dépendance affective. Bien que ça ait une connotation négative. Hein. Imagine que pour avancer, alors que tu as des jambes, tu n'utilises que les béquilles. Tu vois? Jusque, on va dire en 2023, pour moi, j'aurais eu cette émission, je t'aurais dit, ben oui, encourageons la dépendance affective avec des personnes bienveillantes. Mais parce qu'on ne réalise pas au fait que on se perd. Et parfois, ça révèle plus profond que ça. On ne se connaît pas. On ne sait même pas. C'est profond ce que je dis. Hein. Moi, ça a été un cheminement de réaliser un moment que il est parti et je dois continuer à avancer avec moi-même. Waouh! J'avais du mal. J'avais pas appris à m'aimer. Je m'aimais au travers du regard qu'il me portait. Ce qu'il pouvait voir, le « waouh, t'es génial ». Et je peux aller dans tous les superlatifs. Hein. C'était ça que je voyais et qui me nourrissait. Et du coup, j'intériorisais. Mais quand tu te retrouves seul et que du coup, tu n'es plus capable de pouvoir intérioriser ces choses, tu es face à une inconnue. C'est compliqué. Parce que du coup, tu as besoin de compenser ce vide, et j'ai envie de dire, pas forcément de manière avec une relation amoureuse, c'est pas le point. On m'a dit une fois, un vide occasionné par l'amour ne peut être compensé que par de l'amour. On me l'a très vite dit quelque temps après par quelqu'un au fait avec qui je parlais beaucoup et qui m'encourageait. C'est une dame qui priait pour moi et c'était de manière bienveillante. Elle m'encourageait, elle me disait entoure-toi de tes amis, entoure-toi de tes collègues, entoure-toi de ta famille. Parce que cet amour que tu vas recevoir, c'est cet amour qui va être le baume et qui va venir combler progressivement ce vide. Donc c'est de dire que voilà, tu le fais. Mais quand tu commences à réaliser, non pas parce que les autres sont malveillants, ils sont bienveillants, mais que pour que ta journée aille, il faut absolument que tu puisses discuter avec telle personne. Est-ce que ça a été le cas? Est-ce que ça a compensé le vide? Compenser le vide. Est-ce qu'on compense le vide? Je dirais non. Par contre, ça m'a permis de continuer d'avancer. Et comme je disais, ce matelas d'amour, cette vague d'amour m'a permis de ne pas sombrer. D'une certaine manière, ça m'a sauvée au fait. Vraiment, ça m'a sauvée. Mais compenser... Je pense qu'il y a des choses qui ne se compensent pas. C'est comme un bras qui se casse. Il ne se compense pas. Maintenant, non, juste te dire maintenant, on fait différemment. Et je le dis sans nostalgie, au fait. Est-ce qu'aujourd'hui, tu considères que tu es toujours en deuil? Ou tu es passé à une autre phase de deuil? Je ne me considère plus en deuil. Déjà, pour moi, le deuil, c'est vraiment une succession d'étapes qu'on traverse. C'est un cheminement. Donc, je dirais que je suis passée d'un cheminement de deuil à un parcours de résilience. Vraiment. Qu'est-ce que tu dirais à Alexandra qui était en deuil? Ce que je lui aurais dit. Je lui aurais dit, c'est OK que tu sois en colère. C'est OK que tu sois triste. C'est OK que tu aies peur. Mais ne te définis pas par ça. Et ne laisse pas ces émotions te submerger et te paralyser. Fais confiance. Un jour, ça ira. Un jour, tu vas sourire à nouveau.
parce que simplement tu apprendras à redécouvrir les relations humaines, tu apprendras beaucoup de valeurs que tu n'avais pas intériorisées, comme le fait d'être dans le lâcher-prise, tu vois. Tu arriveras à faire de ce que tu vis quelque chose de positif qui peut aider les autres. Calme-toi. Tranquillise. Calme ton cœur. Oui, ça ira. Fais confiance. Just trust the process. Qu'est-ce que tu dirais à l'enfant, Alexandra? Je commencerai déjà par lui dire. Non, pas tirer les oreilles. Hein. Jamais. Alexandra, tu es magnifique. Pas parce que tu es supérieure aux autres, non. Parce que tu es une créature de Dieu, merveilleuse, avec tes qualités, différente des autres. Mais c'est normal, ça fait ta beauté au fait. N'écoute que les mots des personnes qui te veulent du bien, des personnes qui sont gentilles avec toi et que tu sens qu'ils veulent ton bien. Tout ce qu'on peut te dire de négatif, je ne te demande pas de le rejeter. Ne l'accepte que si ça vient de personnes qui sont déjà gentilles avec toi, bonnes avec toi, bienveillantes avec toi, mais surtout si ces personnes disent des choses ou font des reproches qui vont dans le sens des valeurs qu'on t'a données à la maison. Toute critique, toute moquerie, on va dire empreinte de méchanceté, rejette. Toute critique qui n'a pas un fondement dans un sens bienveillant, donc qui est malveillant, n'accepte pas. Alexandra, n'attends pas que les autres te disent ces choses. Dis-toi ces choses, crois dans ces choses. Parce que finalement, tu n'as pas besoin de la validation des autres. Et là, je ne parle pas de tes parents, je ne parle pas des personnes autour de toi. Mais tu n'as pas besoin de leur validation pour que tu puisses prendre conscience que tu es une sacrée nana. Et Alexandra, demain, certes, est construit par aujourd'hui. Mais Alexandra, le meilleur est toujours devant. Donc, quelque part, ce que tu peux traverser comme situation compliquée, comme, on va dire, challenge au niveau de l'entourage, au niveau scolaire, autre, au niveau de l'entourage simplement, ce ne sera pas tout le temps comme ça. Et que ça ne change pas qui tu es. Ah, tu viens de me parler de bienveillance et de personnes bienveillantes. Plus tôt, on a parlé de comment reconnaître une personne toxique. Maintenant, ma question serait, comment reconnaître une personne bienveillante? Et intentionnellement, je n'utilise pas le mot gentil, parce qu'on peut être gentil et malveillant. Exactement. Pour moi, la bienveillance, au-delà des mots, se traduit par les actes. On le ressent au travers de cette manière qu'a cette personne de vouloir notre bien, de vouloir nous tirer vers le haut, de vouloir qu'on soit simplement bien, de vouloir nous aider à nous améliorer sans nous heurter, sans nous blesser. Cette personne qui est à l'écoute de notre point de vue, qui est sensible à notre sensibilité, finalement, j'ai envie de dire, on le reconnaît au travers du fait que cette personne nous accepte tel qu'on est et on le sent, cette volonté de contribuer à nous rendre encore meilleurs, sans s'attarder sur ce qui ne va pas ou sur ce qui, selon cette personne, est bon, pas bon. De nouveau, je répète, parce que très vite, quand on parle de relations toxiques, personnes bienveillantes, dépendance affective, on reste toujours sur les relations amoureuses. Là, je répète, c'est valable pour tout type de relation. Alexandra, l'amour de soi, quel rôle est-ce qu'il joue dans nos relations avec les autres? Essentiel. Je ne peux pas dire, Saïda, que je t'aime si je suis incapable de t'aimer. Alors oui, je vais certes t'aimer,
mais peut-être pas de la bonne manière. Cet amour dont on entend souvent parler, qui est dans le don de soi, le sacrifice de soi. Non, je dis pas qu'il faut être un égoïste, ne pas être dans le sacrifice, ne pas être dans le don de soi, mais il faut un équilibre. Il faut un équilibre. Donc si à un moment donné, on sent que on est en train de plus aimer les autres, plus vouloir se sacrifier pour les autres, plus, ça commence déjà à être des indices. Je dis pas de dépendance affective ou de quoi que ce soit, mais ça commence déjà à dénoter qu'il y a un problème. L'univers ne fonctionne qu'avec l'équilibre. La vie, c'est l'équilibre. Même en tant que maman, dans ce que je fais, mes différentes casquettes, je me bats pour cet équilibre. C'est dire, si je dis je me bats, c'est que c'est un équilibre fragile qu'on a du mal à trouver. Dans l'amour, dans les relations avec les autres, c'est une question d'équilibre. À partir du moment où tu commences à te dire « Ah oui, il faudrait peut-être que je prenne du temps pour moi », c'est qu'il y a un souci, c'est qu'il y a un déséquilibre quelque part. À partir du moment où tu commences à sentir que les attentes que tu nourris vis-à-vis des autres sont pas... allez, on va dire que les autres, ne répondent pas aux attentes que tu nourris vis-à-vis d'eux, il commence à avoir un problème. Est-ce que tu ne mets pas la barre haute? Mais pourquoi tu mets cette barre haute? Parce que souvent, on est dans « j'aimerais que les autres fassent avec moi comme je fais avec eux ». Donc j'ai tendance, ça peut être moi ou d'autres personnes, voilà, à beaucoup donner. On aurait tendance à trop s'impliquer. Et alors, ouais, mais les autres, eh non, c'est peut-être pas les autres le problème. Le problème, c'est peut-être le fait que toi, tu mets la barre fort haut. Donc, peut-être que tu devrais rééquilibrer et tout ce différentiel-là, le rebasculer vers toi. Au lieu d'attendre que les gens, t'encouragent, encourage-toi. Au lieu d'attendre que les autres te félicitent, félicite-toi. Au lieu d'attendre que les autres soient là pour aller prendre un verre, discuter avec toi, te faire sortir, je dis pas qu'il faut plonger dans l'égocentrisme. Discute avec toi. Mais oui, mais moi je parle avec moi. Parle-toi et positivement, pas négativement, parce que quand on dit parler avec soi, il y a des gens qui se détruisent. Parle-toi positivement. Apprends à te connaître. Et on ne connaît quelqu'un que quand on passe du temps avec elle. Et en apprenant à se connaître, c'est là qu'on commence à apprécier les choses, qu'on commence à s'aimer, qu'on commence à cultiver cet amour de soi. Et les autres, du coup, ne sont pas là pour compenser, ne sont pas là pour venir combler des vides ou répondre à des attentes. Ils nous accompagnent dans notre cheminement. Et ils viennent juste rapporter, ils deviennent la cerise sur le gâteau. Ils ne sont plus le gâteau en soi. Tu as parlé d'équilibre. Oui. Comment est-ce que tu trouves cet équilibre? Comment quelqu'un peut trouver cet équilibre? Est-ce qu'il faut mettre des limites avec soi, des limites avec la personne? Comment est-ce qu'on gère ça? La question des limites que tu viens de soulever, pour moi, elle est essentielle. Limite dans le sens où je repars toujours sur les valeurs. Les valeurs sont ces éléments, ces fondements sur lesquels on va bâtir notre vie. C'est sur base de ça qu'on prend des décisions. C'est sur base de ça que finalement on évolue dans la vie. Souvent, quand on est heureux, c'est parce qu'une de nos valeurs est satisfaite. Par exemple, tiens, moi j'ai comme valeur la loyauté. Et du coup, on peut être heureux parce que, je suis contente, la personne est loyale, tu vois. Quand on est malheureux, bien souvent, c'est parce que une de nos valeurs a été trahie. Et ce qui se passe pour moi, c'est se respecter soi-même. Et se respecter soi-même, c'est respecter ses valeurs. Ce qui voudrait dire que je me respecte à partir du moment où je mets des limites. On ne va pas changer les gens. On n'est pas là pour changer les gens. Et de toute façon, même si on le voulait, ça ne se passe pas comme ça par la volonté de se dire « je vais changer ». Il faut que la personne prenne conscience. Après, on n'est pas les coachs des autres non plus. Donc, l'idée ici, c'est d'arriver à se dire « ok, moi, dans mon fonctionnement, voici ce qui marche. Pour moi, voici la limite qu'il ne faut pas franchir. Voici jusqu'où je peux mettre l'attente. » Et juste être attentif à ça. Et quand on sent et on voit qu'on est en face d'une situation ou d'une personne qui soit est occupée à être en deçà de nos attentes, quand même s'interroger. Si on voit
aussi que la personne est en train d'outrepasser, de franchir certaines limites en termes des valeurs sur lesquelles on est prête ou pas à faire de compromis, stop. Parce que quand on accepte ça, on envoie un message. Et le message qu'on envoie à l'autre, c'est que finalement, il a l'autorisation, il a le pouvoir de pouvoir déterminer qui on est, qui on va devenir. Et on rentre dans un engrenage et dans un cycle. Et on se trahit soi-même et on se perd. Et pour se retrouver... Bonne chance. Bonne chance, hein. On a parlé de dépendance affective et j'aimerais savoir comment la tienne a évolué avec le temps, à partir du moment où tu as été consciente que tu l'as réellement été, de manière très positive avec quelqu'un, tu l'as vraiment bien vécu, mais que plus tard, tu te rends compte que ça pose problème. J'ai envie de te répondre. Les choses se sont faites de manière naturelle, sans calcul. Je ne me suis pas dit à un moment donné « Ah, je suis dépendante affective ». Non, ça a été, comme je te dis, le fait de se dire « Mais je ne me connais pas, qui suis-je ?» La peur de se confronter à soi-même, la recherche des autres pour être bien, pour combler une solitude ou un vide, la prise de conscience du fait que tout le monde n'était pas toujours bienveillant. Finalement, la prise de conscience du fait qu'en soi, c'était peut-être pas les autres le problème, mais que le problème était peut-être moi. Que dans les relations que je nourrissais avec l'entourage de manière générale, je n'aimais pas de la bonne manière. Et que je devais arriver à revoir cette façon de faire. Et là, j'ai commencé à me dire, mais je vais pas avoir des cobayes, hein, les enfants, je les aime, c'est ma vie, voilà, mais il faut déjà que je puisse moi-même déjà arriver à m'aimer. Comment j'ai envie qu'on m'aime, au fait. Et là, j'ai commencé à moi-même essayer de voir, ok, il faut que je m'aime, mais comment tu t'aimes? Prends des moments pour toi. Arrive à trouver du plaisir, juste à faire un arbitrage entre sortir avec des amis, juste prendre le temps de se poser quelque part. Ça a été en appréciant qui j'étais, en appréciant ce que je faisais de bien, en ne me mettant pas forcément en valeur parce que je devais sortir, aller à un entretien ou à une activité, mais juste pour moi-même, pour le plaisir de mes propres yeux à moi, au fait. À prendre conscience du fait que je devais peut-être faire attention à mon régime alimentaire, faire du sport. Mais tiens, mais ce serait bien que j'ai des hobbies. Tu vois, un peu de tout ça. Et donc, progressivement, en le faisant, j'ai commencé à moins ressentir ce besoin, cette angoisse de ne pas être fortement entourée ou simplement entourée. Et j'ai commencé à m'affranchir peu à peu du regard des autres, du jugement des autres, et à fonctionner avec mon intégrité personnelle, ce que je validais moi-même. Parce que aligné avec ma lecture du monde, avec ma grille de lecture des événements, et surtout avec mes valeurs, et peu à peu, à me dire, tiens, je peux très bien faire un bel arbitrage entre passer du temps à faire tac, tac, tac me concernant, ou aller dans telle activité avec de charmantes personnes, et voilà, me choisir moi. Voilà. Tu vois, pendant que je te parle, ça vient. Je réalise, c'est quand j'étais capable de me choisir et de m'affranchir du regard des autres et de me plaire sans me complaire en ma propre compagnie. Ouais. Si tu rencontres quelqu'un, oula, aujourd'hui ou demain, d'accord. Est-ce que tu penses que tu pourrais toujours être capable d'être dans de naviguer avec cet amour de soi? De ne pas de nouveau retomber dans de la dépendance? Parce qu'il y a quelqu'un, par rapport à une expérience vécue et de ce que tu vis actuellement, oui. Est-ce que tu penses que ça a profondément créé un changement en toi? La prise de conscience, c'est le début du changement. Et pour moi, je suis convaincue, et c'est valable pour tout, toujours être consciente ou conscient de la fragilité des États. Dans le sens où, à partir du moment où on prend quelque chose pour acquis, on est sur le chemin de sa propre perte. Donc, je pense, si je dois te répondre, est-ce que je retomberai de manière consciente? Non.
Est-ce qu'il est possible de retomber de manière inconsciente? Oh que oui. D'où mon travail au quotidien, que ce soit pour la dépendance affective, la résilience, le lâcher-prise, c'est de conscientiser la fragilité au fait de cet état et de veiller chaque fois à ne pas retomber dans des travers. Et rester sur Oui, le bon chemin. exactement, ne pas dévier de chemin. Quelle importance donnes-tu au regard des autres dans tes choix amoureux? T'as vraiment envie d'explorer la sphère amoureuse aujourd'hui, hein? Bah, une fois qu'on tombe dans le relationnel, c'est inévitable. Mais écoute, je pense qu'il y a toujours un angle mort qu'on ne voit pas, des choses qu'on ne voit pas et que les autres voient. Donc j'ai envie de dire, et c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné, mais maintenant avec un peu plus de maturité, hein, parce que j'ose croire quand même qu'on prend de la maturité émotionnelle au fil des années. Je dirais que je ne suis pas dans la validation. Je n'attends pas de validation des autres par rapport, en général, à mes choix. Par contre, les autres peuvent aider, finalement, à avoir quand même un retour extérieur, un œil critique par rapport à des situations qu'on peut, de manière, on va dire, inconsciente, au fait, hein, trouver normales, ou des comportements qu'on peut trouver normales, parce qu'on est peut-être déjà dans un schéma, ou peut-être que voilà, on a des choses à régler, hein, parce qu'on est en perpétuelle évolution, reconstruction, et donc les autres peuvent apercevoir et se dire « Attention, il y a telle chose qu'on perçoit. » Mais de nouveau, je dirais, je dissocie entre les personnes bienveillantes et malveillantes. Les personnes bienveillantes, clairement, j'accorde de l'importance, sans que ce soit décisif, à ce qu'elles ont à me dire. Pour autant qu'on ait des valeurs qui soient alignées et partagées. Parce que là, je réalise qu'on est vraiment dans le même monde et qu'on voit le monde avec les mêmes filtres. Les personnes bienveillantes qui, elles, n'ont pas les mêmes valeurs que moi, je prends la critique, je prends le retour, mais avec quand même une distance et un recul pour ne pas me perdre finalement. Parce que ce qu'elle me donne comme information, même si ça part d'une bonne intention, peut être un bon mauvais conseil, parce que ça ne s'applique pas à ma réalité et à moi. Et quand je sens que c'est quelqu'un de malveillant, je ne me braque pas, mais j'ai envie de dire, j'écoute sans trop accorder de l'importance. Vraiment, je me blinde, j'ai envie de dire. Ça s'arrête à l'oreille. Ça s'arrête vraiment à l'oreille. Sauf si la personne vient taper sur un clou qui était déjà en train d'être, sur lequel je martelais déjà, là oui, mais autrement non. Ça s'arrête vraiment à l'oreille. Comment est-ce que tu différencies amour et attachement? Je pense que l'amour sera dans la dimension de l'affect, des émotions qu'on porte à l'autre, qui peuvent nous amener finalement à poser toute une série d'actes. On peut avoir de l'amour sans forcément qu'il y ait de l'attachement. J'aime ma voisine de l'immeuble, mais il n'y a pas forcément de l'attachement. Je pense qu'il y a attachement lorsque les cœurs, les âmes commencent à cheminer ensemble. Il y a de l'habitude qui se crée, il y a des liens qui se créent, il y a un quotidien, pas forcément, on va dire, en vivant ensemble, mais tu vois ce que je veux dire? Il y a des choses qui se mettent en place. Et donc, on n'est pas juste au niveau de l'amour, mais en plus, on rajoute une dose d'attachement. Et c'est là même que je veux dire, il faut faire attention. Parce que du coup, ce que j'observe, j'ai pas personnellement vécu ça, mais ce que j'observe, c'est que beaucoup, au fil des années, restent plus dans de l'attachement. Il n'y a plus d'amour. Et pour moi, le challenge, c'est à la fois de faire vivre cette flamme, cet amour, nourrir l'affect. On n'est pas dans une émission où je dois donner des conseils sur ça, mais voilà, faire vivre l'affect, mais tout en veillant à ce que cet attachement reste, pour ne pas se perdre en tant que couple, je pense. Du coup, comment trouver cet équilibre?
Mais je pense que il n'y a pas de recette universelle. Hein. Il n'y a pas de recette universelle. Mais en tout cas, cet équilibre, pour moi, va naître déjà d'une certaine légèreté. Une légèreté qu'il faut arriver à entretenir. Une certaine fragilité qu'il faut arriver à entretenir. Vraiment partir sur le non-acquis pour faire en sorte que cet amour reste aussi vif comme dès les premiers instants. En même temps, l'attachement va naître des compromis qu'on est prêt à faire, des épreuves qu'on traverse ensemble, de la volonté. Il faut de la volonté. Moi, je ne crois pas qu'il faut de la volonté pour aimer. De la bonne volonté. Ah oui, non, vraiment. Autant l'amour, quand il y a des ingrédients qui sont réunis et, comme je dis, des petites choses mises en place, c'est là, au fait. Mais rester attaché, ça, pour moi, c'est là qu'on est vraiment à l'épreuve du feu. Parce qu'il y aura des vents contraires, il y aura des tempêtes. Comment est-ce qu'on fait pour continuer à se tenir la main, même quand finalement on n'a juste plus la force? Mais on le fait. La volonté, je dirais aussi la bienveillance. Beaucoup de bienveillance. Beaucoup de bienveillance. Mais ce que tu dis est important parce que tu vois, c'est de nouveau, ça nous remet dans ce qu'on disait. On peut être attaché dans du toxique, dans du malveillant. Et on peut être attaché, je vous le souhaite, dans du bienveillant. Donc, voilà quoi. Bien faire attention, comme tu le soulignes, au type d'attachement.